Bienvenue sur Géopolitis. Qui assure réellement la gouvernance du monde? Y a-t-il encore un ordre mondial bien défini? En ces moments troublés, des combats en Irak et en Syrie, en passant par les actes de terrorisme, les guerres qui ravagent le Congo ou la République centrafricaine, sans oublier l'Ukraine, on se demande effectivement quelle autorité supérieure, supranationale, peut encore calmer le jeu et jouer un rôle d'arbitre à l'échelle mondiale. On a connu un monde bipolaire, États-Unis, Union soviétique, avec la guerre froide et une forme discutable mais réelle d'équilibre dans le monde. On a ensuite vu le monde devenir unipolaire, avec, pour résumer, une seule vraie puissance mondiale, les États-Unis, considérés, qu'on l'accepte ou non, comme les gendarmes du monde. Par la suite, on a constaté que le monde devenait multipolaire, c'était plus prometteur en termes de gouvernance, mais ça n'a guère fonctionné. Actuellement, tous ces schémas se sont effacés en faveur d'un vide, ce que le ministre français des Affaires étrangères appelait tout récemment le monde zéro polaire. Géopolitis s'interroge sur les conséquences de cette non-gouvernance du monde de 2014. Alors oui, qui gouverne le monde? L'ONU, le Conseil de sécurité, le G8 ou le G20, ou les grandes capitales comme Washington ou Moscou, ou encore les grandes multinationales? Revenons aux Nations Unies. Précisément, l'Assemblée générale des Nations Unies, la 69e depuis la création de l'ONU, s'est conclue à la fin du mois de septembre. On l'a bien vu, le ciel était sombre, pas seulement le ciel de New York, mais celui du monde de 2014, tout empreint d'instabilité et surtout d'incertitude. Le secrétaire général Ban Ki-moon a appelé les États membres à réagir en évoquant, je cite, « une période profondément troublée pour l'humanité ». Et par exemple, devant le président Obama, il a lié le terrorisme à la nécessité de gouvernance. Missiles may kill terrorists, but good governance kill terrorism. Problème, l'institution onusienne repose de fait sur les grandes puissances qui auront été les garants, les piliers de l'ordre mondial depuis maintenant près de 70 ans. Les constats que l'on peut dresser en cette année 2014 sont inquiétants. Plus il y a de conflits, de barbarie, de victimes, de réfugiés, on en est à plus de 50 millions, c'est du jamais vu, moins il semble y avoir de décisions globales, d'anticipation géopolitique, d'action concertée, bref, de bonne gouvernance. Fini le temps où certains pays étaient les réels garants d'un ordre mondial, plus ou moins respectable. Un commentateur américain remarquait récemment, c'est comme si les superpuissances s'étaient mises en retraite. Plus on en parle, moins cela se fait. De fait, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU n'est jamais entamée. Récemment, la Suisse et d'autres pays de taille moyenne ont remis la question sur la table. En vain, la composition du Conseil reste la même avec 5 membres permanents. Se pose année après année la question de sa réelle représentativité. Pourquoi, par exemple, l'Inde ou le Brésil n'en font-ils pas partie? Pourquoi un continent entier comme l'Afrique est-il marginalisé? Et surtout, que penser du système de veto de ces 5 grands, veto qui paralysent parfois toute initiative de gouvernance? Au sein de la grande institution, on est conscient de ces réalités, mais à l'ONU, ce sont les nations qui décident ou qui décident de ne rien décider. Se pose également la question du réel leadership de l'organisation. Les exemples des conflits en Syrie, en Irak, au Proche-Orient ou en Ukraine montrent qu'on ne laisse plus aux Nations Unies la responsabilité d'une gouvernance efficace au-delà des traditionnelles rencontres et pourparlers organisées entre belligérants dans les grands hôtels de la planète. Plus grave, au-delà de ce manque de leadership, certains évoquent la perte de légitimité, considérant que l'ONU ne fait plus preuve ou pas assez de neutralité. Comment pourrait-on attendre des États-Unis et de la Russie que ces deux pays fassent partie de la solution du problème ukrainien, dans la mesure où ces deux grandes puissances sont elles-mêmes parties prenantes au conflit? Du reste, sur 5 membres permanents du Conseil de sécurité, il n'y en a qu'un, la Chine, qui ne soit pas directement concernée par ce dossier. On regretterait parfois le bon vieux temps de la guerre froide, où les situations, pour figer qu'elles restaient, étaient régies par certaines règles, écrites ou non écrites. Il y avait des limites et des frontières que l'on ne franchissait pas. Cela se traduisait par un certain ordre mondial, certes insatisfaisant, mais équilibré.
gouverne Internet ? Tout le monde est-il du reste d'accord sur la nécessité ou le danger d'assurer une telle gouvernance sur le web ? Qui dirige les réseaux sociaux ? Qui en assure une certaine surveillance ? Dans un autre domaine, qui assure la gouvernance de la santé dans le monde ? L'Organisation mondiale de la santé, les grands laboratoires pharmaceutiques ou les fondations privées supramondiales comme celle de Bill Gates ? Qui donne les grandes impulsions et en assure le suivi ? En ce qui concerne le dossier du climat, les mêmes questions se posent en matière de définition des priorités, de rédaction des textes contraignants, de vérification des traités déjà ratifiés. Quant au monde de l'économie, est-il dépendant des seules grandes capitales du monde occidental ? Quelle est désormais la crédibilité des grandes institutions comme le G8 ou le G20, dont l'efficacité, la perspicacité et le sens de l'anticipation n'apparaissent pas au grand jour, cloîtrés que sont tous ces dirigeants dans des enceintes protégées spectaculairement par des milliers et des milliers de policiers et de soldats, ce qui donne clairement l'impression d'une gouvernance fragilisée et repliée sur elle-même. L'invité de Géopolitis, Michael Muller, qui est le directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève. Et parce que vous êtes le patron des Nations Unies à Genève, vous avez le droit de dire un certain nombre de choses et vous dites oui, il y a des obstacles, mais il faut les contourner. On commence par les obstacles. C'est quoi surtout les obstacles dans cette grande gouvernance qui anime les Nations Unies ? C'est le Conseil de sécurité, droit de veto, toujours les mêmes dossiers ? Oui, ça c'est bien entendu. Le Conseil de sécurité, le système entier est un peu archaïque, disons, et pas tout à fait en mesure de répondre aux défis d'aujourd'hui. C'est un système qui a 70 ans, qu'il faudrait peut-être bientôt approcher avec un peu plus de sérieux en essayant de la changer. Mais ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut le changer. Oui, je sais, mais ça fait longtemps qu'on essaye, mais on n'est pas arrivé encore, donc il faudra peut-être commencer à penser à d'autres manières et à d'autres manière de regarder le problème. Mais le fait est que la réalité s'impose sur tout le monde, et sur le système des Nations Unies et sur le système international. On a des gros problèmes qui vont au-delà de juste des problèmes structurels. On a un problème de leadership, si vous voulez, je crois, pouvoir dire ça. On a un problème, le grand problème pour moi aujourd'hui, c'est que je vois de plus en plus d'acteurs internationaux mettre de côté les règles, de normes et le droit international dans la gestion de notre planète. Je crois que ça, c'est un problème, si vous voulez, presque existentiel sur lequel il faut qu'on se penche et sur lequel on doit retourner un peu et se poser des questions vraiment sérieuses. On le voit dans l'application des guerres aujourd'hui. Tout le monde commence une guerre quand ils veulent, sans qu'il y a vraiment des conséquences. Donc, l'impunité, un problème. C'est un constat assez terrible que vous faites. Oui. Constat, je dirais, de non-gouvernance. Vous êtes d'accord avec le terme, ou en tout cas de perception de non-gouvernance par le grand public ? Ça peut être aller très loin de dire non-gouvernance. Bien sûr qu'il y a une gouvernance. Ils ont déficit. Il y a un déficit de gouvernance, il y a un déficit du système. Oui. Et le monde a changé pour beaucoup de raisons. Et nos systèmes n'ont pas suivi. Qu'est-ce qu'il faudrait, justement, je reviens un petit peu à la question de départ, pour qu'il y ait une impulsion pour que ça change ? Les Nations Unies, ce sont les nations. Il y a plein de nations qui ne veulent pas que le système change. C'est ça le blocage, fondamentalement ? Je crois, vous savez, c'est un système qui a été créé par les États pour les États, il y a 70 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres interlocuteurs qui doivent être autour de la table décisionnelle, mais le système lui-même n'a pas été en mesure encore de les faire entrer et de les asseoir à cette table. La société civile, dans toutes ses manifestations diverses, que ce soit le business, que ce soit le monde des affaires, que ce soit les ONG, que ce soit le monde académique, il faut absolument qu'on les fasse rentrer dans notre débat et dans nos discussions sur où va la planète d'une manière beaucoup plus structurée, plus sérieuse. Voilà, on a fait le tour un petit peu d'un certain nombre d'obstacles. Vous dites contourner les obstacles. C'est quoi contourner les obstacles concrètement pour travailler à Genève ou à New York ? Justement. Les moyens, c'est quoi ? Pour juste prendre un pas en arrière, quand vous dites contourner, quand je parle de ça, c'est que on a un système qui devrait être réformé. La volonté politique pour le faire n'est pas encore là. Donc, les problèmes, ils restent quand même. Ils sont très complexes. Ils ont besoin de solutions complexes. Donc, il faut trouver un moyen de contourner le gros problème de ces structures qui ne sont plus à la mesure de vraiment rendre les solutions nécessaires. Oui. Et ça, on fait ça en travaillant
ensemble d'une autre manière. Il faut la coordination beaucoup plus poussée. Il faut trouver des moyens de synergie entre les différents acteurs et beaucoup s'y appliquent. Travailler ensemble? Oui. C'est peut-être un slogan simpliste, mais c'est vrai quand même. Mais c'est comme ça, absolument. Mais pas seulement travailler ensemble au sein du système lui-même, mais comme j'ai dit avant, aller trouver des partenaires qui sont tout aussi importants dans la recherche des solutions en dehors du système. Alors, on parlait de non-gouvernance, on a dit c'est plutôt un déficit de gouvernance. Au fond, c'est une question de confiance. Les gens perçoivent qu'il n'y a plus, appelons ça une autorité supérieure, enfin un rôle d'arbitre. Vous êtes d'accord avec cette appréciation? Je suis 100% d'accord avec ça. Il y a un déficit de confiance, pas seulement dans nos politiciens, dans nos bureaucrates, mais dans beaucoup des structures elles-mêmes de nos sociétés. Les banques, la police, il y a vraiment un problème de confiance qui est sérieux. Alors, bien sûr, aux Nations Unies, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Oui. On dit facilement qu'il y a beaucoup de gens paresseux, mais ça, on le dit dans beaucoup d'institutions. C'est quand même assez injuste pour tous ceux des Nations Unies qui travaillent sur le terrain, à toutes les agences, HCR et tout, puis de voir un peu un blocage, mais si j'ose dire, à l'étage supérieur de la même entreprise. C'est frustrant pour eux quand même. C'est un peu frustrant, c'est très frustrant, mais ils travaillent quand même. Oui, et là, c'est un thème qui m'est très cher, parce que c'est un thème sur lequel je parle beaucoup. Vous avez une perception des Nations Unies qui est surtout gérée, si vous voulez, par le négatif. On regarde le Conseil de sécurité, vous l'avez mentionné avant. Les gens pensent que ça sert très strictement à rien, ils font pas leur travail. On voit ce qui se passe en Syrie, en Afghanistan, en Afrique, Centrafrique, etc. Mais ça, c'est 10% de la pyramide, si vous voulez. Le reste, c'est vraiment l'opérationnel que le système entier fait, qui a un impact quotidien très certain sur la vie de chacun sur cette planète. Nous, on n'a été pas très bons à faire valoir et à valoriser, si vous voulez, cette vérité. On est en train d'essayer de rectifier ça. Mais le fait est que le système des Nations Unies a un fond de savoir-faire, de personnes bien formés et qui sont au service de l'humanité, si vous voulez. Simplement, il faut qu'on trouve une manière de remettre ça dans un système qui est beaucoup plus adepte à faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Vous vous y employez. Je peux vous poser une question? Oui. Vous êtes danois, vous parlez français formidablement bien. Comment vous faites ça? Mère française. Ah, ça aide beaucoup. Pas de mérite. Merci, Michael Manner. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Office des Nations Unies, ici à Genève. Merci à vous. Merci à vous. Gouverner, étymologiquement parlant, cela vient du latin gubernare, à savoir diriger un navire. C'est bien de cela qu'il s'agit, amener un peuple ou une entreprise à bon port, en dépit des écueils, tempêtes et autres épreuves rencontrées au cours de la traversée. Un pays ou une entreprise, effectivement, car cette notion de gouvernance qui s'appliquait prioritairement à un État s'est étendue à la gestion d'une entreprise avec le concept de bonne gouvernance, une notion introduite, on l'a oublié, par la Banque mondiale dans les années 90. Secteur public ou monde des affaires, la gouvernance se doit en tout cas de reposer sur 4 principes fondamentaux. D'abord, le sens de responsabilité de celui qui prétend assurer la gouvernance. Ensuite, la nécessité de transparence dans le mandat et dans l'acte de gouvernance. Ensuite vient l'état de droit, à savoir la structure institutionnelle qui garantit l'authenticité de la gouvernance. Et vient enfin le critère de participation qui veut qu'il y ait adhésion de tous les acteurs de cette gouvernance afin qu'elle soit représentative. En somme, pour que le bateau arrive à bon port, c'est d'abord l'équipage qui doit partir du bon pied, gouvernance oblige. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires à cette émission, à votre disposition des documents vidéo, de l'infographie, des sites internet, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.